Bien, merci beaucoup. Je suis extrêmement content d'être ici comme récidiviste, puisque, comme Tania l'a rappelé, j'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois pour la petite université. Puis à chaque fois, moi, ça m'a plu. À chaque fois, ça m'a plu. J'ai trouvé énormément de satisfaction. Alors, pourquoi est-ce qu'un professeur de littérature s'intéresse au pôle? Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune relation, j'ai aucune légitimité à m'intéresser au pôle, à ceci près que la question de cette conquête des pôles, et en particulier ce que vous voyez à travers les ouvrages qui sont proposés derrière, dont 3 d'ailleurs sont publiés chez Paulsen, autant. Alors, je ne connais pas exactement le rapport entre Paulsen et Guérin, mais je crois que c'est la même chose d'une certaine manière. Et vous voyez qu'effectivement, il y a une actualité et un intérêt incroyable pour les pôles aujourd'hui. Et ce qui m'a conduit à m'y intéresser, c'est d'abord que la figure de Nansen, que vous voyez dans le bas, là, moi je l'ai rencontré, pas du tout à propos des pôles, mais pour 2 raisons sur lesquelles j'avais eu l'occasion de travailler. La première qui était celle de ce qu'on peut appeler le soft power, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il un investissement dans des activités qui relèvent de la culture, de la langue, de la religion, du sport, des pratiques sportives en général, ce qui explique d'ailleurs évidemment que je suis très content d'être ce soir à l'ENSA. Or, si on regarde Nansen, il y a 2 raisons pour lesquelles moi je l'avais rencontré. La première, c'était, comme Tania l'a rappelé, je m'étais intéressé au prix Nobel. Et je m'étais intéressé au prix Nobel dans le cadre de ces réflexions sur ce qu'on peut donc appeler le soft power, c'est-à-dire les forces de rayonnement qui peuvent exister dans tel ou tel pays. Et comme vous le savez, le prix Nobel a été établi par Nobel. Mais Nobel, au moment de la rédaction de son testament, un petit peu avant l'indépendance de la Norvège, avait confié un prix particulier à être attribué par le Parlement norvégien, qui était, et j'y reviendrai, en relation avec la Suède dans une union. Or, c'est la Norvège qui attribue depuis 1905 et toujours aujourd'hui, le prix dit initialement de diplomatie et que nous appelons le prix Nobel de la paix aujourd'hui. Or, il se trouve que Nansen a été prix Nobel de la paix de 2 manières. L'une en tant que personnalité autour de son action sur les réfugiés et sur l'invention du passeport Nansen, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, et l'autre pour la fondation qu'il avait créée auprès de la Société des Nations et qui est devenue, en ce qui concerne l'héritière de la Société des Nations, c'est-à-dire l'ONU, est devenue la structure s'occupant des réfugiés. Et cette liaison, si vous voulez, entre le prix Nobel, l'indépendance de la Norvège, la relation au pôle et finalement la politique m'avait semblé extrêmement intéressante. C'est donc cette figure de Nansen qui avait retenu mon attention au départ. Et ensuite, évidemment, j'ai un peu lu, j'ai un peu pris de documentation et vous avez vu que dans la présentation initiale que j'ai faite par écrit, j'ai dit je vais m'attarder sur 2 pays et sur 4 figures. Les 2 pays, c'est le plus grand pays, la plus grande puissance de la fin du XIXe siècle, au moins jusqu'à la guerre de 14, qui est la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, et la deuxième, qui est un pays de 2 500 000 habitants, qui connaît l'indépendance pleine en 1905 et qui s'appelle la Norvège, et pour lequel le sport
l'activité physique, l'exploit sportif et la liaison entre activité maritime et exploration va jouer un rôle décisif, parce que d'une certaine façon, c'est ça qui va planter le drapeau norvégien sur la carte du monde. Et vous voyez, c'est le point de départ de ma réflexion, et ce n'est pas du tout celle d'un spécialiste des pôles. Évidemment, ça m'a fait lire un petit peu là-dessus, et je voudrais rappeler que ce qu'on appelle le soft power, c'est au fond la capacité à être aimable. Et qu'est-ce que ça veut dire être aimable? Ça veut dire être digne d'être aimé, être attirant. Et vous voyez toute la différence entre la puissance militaire, la puissance économique, la contrainte, et le soft power, c'est-à-dire exister pour être admirable ou aimable. Et finalement, c'est ce qui peut relever d'une politique d'État, mais aussi très souvent de politique associative, de politique, je sais pas, j'ai envie de vous dire, le Médecins sans frontières a contribué au soft power français. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui font que, d'une certaine manière, il s'agit d'être désiré et d'être aimable, et pas forcément de contraindre. Donc, vous voyez qu'il peut rester énormément de travail, par exemple, à un pays comme la Chine, qui a essayé d'inventer une alliance française à sa manière, qui sont les instituts Confucius, pour être profondément aimable. Et je ne parle que de la Chine, et évidemment pas d'autres pays qui sont encore plus répulsifs, surtout compte tenu de l'actualité que nous connaissons. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième que je voulais évoquer, c'est que, vous êtes à Chamonix, nous sommes ici, et évidemment, il y a un rapport entre ces explorations polaires et l'alpinisme. Le rapport, c'est que ce sont quand même des activités relativement gratuites. Et ensuite, elles viennent s'insérer dans un rayonnement qui peut être soit d'État, soit d'individus, soit de compagnies, soit de sociétés. Mais on voit bien qu'il y a un rapport entre les deux, et ce rapport, c'est d'abord la volonté d'être le premier. La notion de première est absolument fondamentale dans les deux cas. Mais c'est pareil pour la conquête de l'espace. Être le premier, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. La deuxième, c'est qu'il y a une dimension internationale qui est inséparable de ces activités. Et la troisième, c'est qu'il y a une affirmation identitaire et très souvent politique. Il y a eu un alpinisme soviétique. Il y a eu un alpinisme stalinien, il y a eu un alpinisme fasciste, mussolinien, il y a eu un alpinisme nazi, et la France a connu, je connais l'ENSA, l'UNSM, vous voyez bien que Herzog, ancien maire de Chamonix, etc., tout ça n'est pas absolument distinct de la volonté de réarmer la jeunesse française après l'écrasement et les années noires de l'occupation. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre toutes ces choses-là et que ce rapport est extrêmement complexe. Et la dernière chose enfin, c'est la dimension médiatique qui fait qu'on est là ce soir. Si les pôles et si la montagne, c'était pas médiatiquement intéressant, si c'était pas très porté par l'image, si c'était pas très porté par la force de personnalité, probablement on ne serait pas réunis dans le grand amphithéâtre de l'ENSA ce soir. Donc voilà pourquoi j'ai eu envie de travailler là-dessus, pourquoi j'ai lu sur ces choses-là, et au fond, d'une certaine manière, c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, quelques rappels de chronologie qui font que, de façon assez arbitraire, mais en même temps pas totalement discutable, je me suis arrêté sur les Norvégiens et les Britanniques.
Or, évidemment, vous allez me dire, tiens, vous n'avez pas parlé de Charcot, non, bien sûr. Bon, vous n'avez pas parlé des grands explorateurs allemands, des explorateurs japonais à la même époque, etc. De la manière dont les Danois se sont beaucoup impliqués dans le nord du Groenland, etc. Non, j'ai fixé sur 2 pays, à mon avis exemplaires, et 2 fois 2 figures, elles-mêmes, à mon avis, exemplaires. Alors, tout commence finalement, j'ai évoqué l'année polaire ou l'année géographique internationale dans le titre, mais le premier grand exploit, c'est Nansen, avec une traversée du Groenland. Première chose que vous pouvez voir, c'est que été 88, retour, été et automne 89. C'est la première dimension, tout ça est horriblement long. Ça, je crois que là, il y a vraiment une différence avec l'alpinisme tel qu'on peut le connaître dans les Alpes. Le deuxième élément, c'est la première tentative d'accéder au pôle par Nansen en faisant une dérive dont je reparlerai. Et j'ai noté les hivernages de Otto Sverdrup dans la mesure où Sverdrup était dans l'équipe initiale de Nansen pour la traversée du Groenland et où il a été son second dans cette dérive du Fram, le bateau qu'il avait fait construire, que Nansen avait fait construire en avant et qui était Fram, vous voulant dire en avant, en norvégien, et dont Sverdrup a assumé la direction. Quand Nansen est parti, j'aurai l'occasion d'en reparler. Ensuite, Amundsen, un premier passage qui ne s'était jamais fait, donc le passage du nord-ouest sur un petit bateau, et puis ensuite d'autres éléments que j'ai rappelés, qui vont jusqu'à sa mort, et qui montrent qu'on est passé des bateaux aux avions et aux dirigeables après la Première Guerre mondiale. Et donc on est dans un autre monde, et on n'est plus dans les âges héroïques. Bon, pour ce qui concerne l'Antarctique, j'ai centré sur la première expédition de Scott, qui est une expédition qui a vraiment joué un rôle extrêmement important, dans lequel Shackleton était partie prenante, mais il a attrapé le scorbut et il a été évacué. Ensuite, évidemment, la grande expédition, la première grande expédition de Shackleton, puis celle victorieuse de Amundsen au pôle Sud, et évidemment la fin désastreuse de l'expédition de Scott sur le bateau Terra Nova, pour terminer avec la mort de Shackleton. Très mauvaise carte, parce que je ne suis pas... Bon, mais sur cette carte, on voit bien que toute la question est celle... Attendez, je crois que j'en ai une un tout petit peu moins mauvaise, mais toute la question est de savoir comment atteindre le pôle Nord d'une part, et comment passer de ce qui était une culture de la recherche des passages à une culture de à un moment donné, on cherche le pôle Nord, et puis, d'une certaine manière, comme on s'aperçoit que ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, alors qu'évidemment, le continent antarctique est extrêmement intéressant. Et donc, vous voyez là les deux itinéraires. Bon, tout ça fait sur le trait bleu, comme sur c'est un peu plus court le trait bleu que le trait rouge, c'est de l'ordre de 1300 km aller, parfois plus au retour, à quoi évidemment s'ajoutent les conditions abominables de climat. Et vous voyez que Shackleton donc avait presque réussi dans son expédition à Nimrod, et que Scott, rien ne s'est bien passé, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors voilà, c'était des rappels chronologiques. Maintenant, je voudrais m'arrêter un peu sur ces figures que j'ai évoquées. La première
étant celle de Nansen. J'en ai déjà dit quelques mots. Il est absolument exceptionnel puisque, bon, c'est pas du tout un fils de pauvre, hein. Ne cherchez pas, d'ailleurs personne n'est vraiment fils de pauvre ou de très pauvre dans ces figures. Mais il est véritablement très très symptomatique, très significatif, si vous voulez, de la manière de penser et d'être d'une partie de la bourgeoisie nationaliste norvégienne, sachant que ce nationalisme n'est pas un nationalisme agressif et qu'il est le seul véritable savant des quatre. Parce que la première carrière, au-delà du fait qu'il est champion de ski et que c'est un géant, c'est un homme extrêmement beau, etc., il aimait beaucoup les femmes. Et il a vraiment une capacité de rayonnement qui est extraordinaire. Je vais revenir, mais je voulais juste vous montrer une nouvelle photo de Nansen avec son épouse Eva Sars, elle-même championne de ski, chanteuse classique. C'est un bel homme. C'est même plus qu'un bel homme, c'est un très bel homme. En plus, c'est une force de la nature. Donc, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'il va faire cette première expédition, c'est le trait vert, enfin bleu d'abord et puis vert, que vous voyez, le trait rouge étant ce qui était prévu, évidemment ce qui n'a pas été fait. Nansen venait de soutenir sa thèse à l'université et il n'en connaissait pas encore le résultat. Et puis cette traversée, vous voyez, c'est que il avait eu l'idée assez géniale de s'apercevoir que que la côte est était une côte extrêmement peu, il n'y avait pas d'établissement. Et donc c'était très très difficile d'aller d'ouest en est. Et donc il avait décidé d'aller d'est en ouest. Et vous voyez son parcours, il a eu d'abord une dérive et il n'arrivait pas à aborder. Et ensuite, ils sont descendus en petits bateaux, en petits canots, jusqu'à remonter et faire cette traversée qui est au niveau du 64e parallèle. Et ce qu'on peut dire de Nansen, c'est que non seulement c'est le premier savant, le seul véritable savant des quatre figures. C'est un zoologiste au départ, il est devenu un spécialiste également des eaux marines, qu'elles soient glacées, pas glacées, les courants, etc. Vraiment, c'est un savant reconnu de son temps. Il a une capacité de mobilisation et de rayonnement extraordinaire et il partagera ça avec les trois autres. Il est très très fort en médiatisation. Et pourquoi est-ce qu'il faut médiatiser? Parce que si vous voulez faire une expédition, il faut avoir des sous. Si vous voulez avoir des sous, il faut rendre compte de votre expédition précédente. Et évidemment, avec les conférences, avec les publications, faire rentrer l'argent. Et évidemment, au départ, personne ne s'intéresse à lui ou ne croit à lui, sauf lui. Et il parvient à véritablement convaincre, notamment en montant des souscriptions de masse chez les étudiants, il arrive à convaincre de monter sa première expédition, qui est une expédition très légère, ils sont 6, et sa caractéristique, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est d'avoir été capable d'avoir un second qui était Sverdrup, dont j'ai déjà parlé, et d'avoir d'excellents skieurs capables de tirer les traîneaux. Et comme il n'avait pas forcément, il était 6, il n'avait pas tout le matériel humain qu'il souhaitait, il a su mobiliser ce qu'on appelait à l'époque des lapons. Ça ne se dit plus, de même qu'on ne dit plus esquimaux, on dit inuit, bon, voilà.
et Lapon ont dit ça. Voilà. Donc, bon, j'ai déjà évoqué, si vous voulez, tout ça. Il y a juste un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est pourquoi l'union entre la Norvège et la Suède beaucoup plus grande et puissante, qui existait depuis 90 ans, a éclaté. C'est parce que la Norvège avait une activité maritime extrêmement importante et souhaitait avoir le contrôle de ses consuls dans les différents ports où il y avait une projection des Norvégiens, tout particulièrement autour de choses que finalement aussi bien Amundsen que Nansen ont pratiqué, qui était la chasse ou la pêche aux phoques et éventuellement à la baleine. C'est vraiment une activité extrêmement importante de la Norvège dans l'hémisphère nord, enfin dans l'Arctique, mais aussi dans les zones du sud et dans l'Antarctique. Bon, je ne reviens pas sur tout ça, simplement je veux rappeler que Nansen a été le premier chargé d'affaires norvégien en Grande-Bretagne, le premier ambassadeur norvégien juste après l'indépendance de 1905 en Grande-Bretagne, et que ensuite il y aura ce basculement que j'évoquais sur l'activité humanitaire, et en particulier ce qu'on appelle donc le passeport Nansen, qui est l'invention d'un passeport au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de la guerre civile à l'intérieur de ce qui avait été l'Empire russe, de permettre à des gens de quitter le pays avec un passeport temporaire. C'est ça, au fond. Et malheureusement, il y a eu l'affaire, j'allais dire russe ou de l'Empire russe, puisqu'il y avait évidemment beaucoup de Caucasiens, de populations très diverses. Et ensuite, ça a été la question des Arméniens, notamment avec les massacres dont ils avaient été l'objet en Turquie, et pour lequel la question d'une nationalité se posait dans la mesure où ils n'avaient pas de passeport. Donc voilà, si vous voulez, cette figure de Nansen, qui est exceptionnelle. En plus, j'allais dire qu'il était, il était beau, tout ça. Il était assez sympa parce que quand il a arrêté d'être un explorateur, il a constamment essayé d'aider ses compatriotes. Par exemple, il a beaucoup aidé Amundsen, il a aidé Sverdrup, etc., à continuer son œuvre, alors que lui, il avait fait vraiment autre chose. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Nansen et le passeport Nansen, et puis bon, double prix Nobel de la paix, personnellement et pour son activité. Bon, je laisse ça. Pour en arriver, c'est très documenté. L'idée de Nansen était donc de faire cette dérive que j'ai évoquée et trouver le pôle Nord, donc de partir du nord de la Norvège, de passer vers passer ce qu'on appelait encore à l'époque le Spitzberg, et puis la côte sibérienne, et ensuite espérer être pris par les glaces et revenir au pôle Nord. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an et demi, au début ça ne marche pas du tout, ils sont pris dans les glaces, et puis au lieu d'aller vers le pôle Nord, ils vont vers le sud. Finalement, le bateau va dériver vers le nord, et ils arriveront relativement près du pôle, mais ils s'aperçoivent qu'avec le bateau, ils n'y arriveront pas. Et donc, ils décident de partir avec Johansen, à deux, faire un raid pour essayer d'atteindre le pôle Nord. Et ils s'arrêteront assez près, en s'apercevant au printemps qu'ils n'y arriveront pas, que la banquise est en train de se défaire, et ils vont avoir une année entière, ils vont partir au printemps, revenir dans les îles
pardon. Voilà. Alors, vous voyez, revenir dans ces... c'est le truc vert, là, comme ça, l'itinéraire vert, revenir, et finalement, c'est 3 ans. C'est 3 ans, et ce qui est extraordinaire, c'est que avec Johansen, il va parvenir à atterrir, puisque à ce moment-là, ils ont quitté leur traîneau et transformé les traîneaux en kayak, parfois même en catamaran, c'est-à-dire en mettant les 2 kayaks l'un à côté de l'autre et puis une voile pour se faire pousser. Ils vont parvenir à arriver dans l'archipel François-Joseph et finalement être en relation avec un autre explorateur que vous voyez à gauche sur l'image, qui s'appelle Jackson. Vous voyez la taille de Nansen, hein, il est vraiment très costaud. Hein. Et il a passé avec Johansen 9 mois d'hivernage dans une cabane qu'ils avaient construite avec des pierres, ne mangeant que des phoques, s'éclairant à l'huile de phoque, etc. Bon. Et donc là, en fait, cette image est une image reconstituée, hein, c'est-à-dire que ça n'est pas un instantané, hein, on l'a fait pour la cause, mais évidemment au Cap Flora, c'est-à-dire dans une de ces îles de l'archipel François-Joseph. Voilà pour ce qui est de Nansen et de son extraordinaire itinéraire. Voilà, pour un moment, je pense qu'on comprend bien qu'il fascine absolument tout le monde, et en particulier pour avoir eu ces multiples carrières qui lui semblent être dans la continuité l'une de l'autre. Voilà ce que je voulais dire sur Nansen. Maintenant, Amundsen, c'est le plus efficace des 4. Hein, c'est le moins sympathique. Mais c'est comme ça. Et il a été aidé par Nansen, qui avait une espèce de fondation, parce que Nansen avait su faire construire un bateau extraordinaire qui allait pas vite, fait 30 mètres de long, 11 mètres de large, mais il avait été conçu par un architecte norvégien qui était d'origine écossaise d'ailleurs, Colin Archer, et il avait imaginé un bateau qui ne soit pas écrasé par la glace. Et donc, si vous voulez, il y avait une quille particulière, il y avait des renforcements particuliers, et il y avait un moyen de lever le gouvernail, et à ce moment-là, d'être expulsé de la glace et de ne pas être écrasé comme la plupart des bateaux qui étaient pris en dérive l'étaient. Donc ça, ce bateau, donc ce Fram dont j'ai parlé tout à l'heure, Nansen avait créé une espèce de fondation avec l'aide du gouvernement norvégien pour qu'il soit prêté pour des explorations. Ça a été le cas pour Sverdrup, et ça a été le cas pour Amundsen dans son grand raid au pôle Sud. Donc sur Amundsen, bon, il est fils aussi d'armateur, enfin pas aussi, il est fils d'armateur, il est donc très près du monde de la pêche et de la chasse aux phoques. Sa maman veut pas, son papa est mort, et sa maman lui dit « tu vas être médecin ». Et puis, lui, il dit pas non, mais il passe pas les examens, et il devient marin. Et ça, c'est sa première caractéristique. La deuxième caractéristique d'Amundsen, c'est d'avoir été dans plusieurs expéditions, et en particulier dans une qui était une expédition belge qui avait été en 1897-1899, lancée par le baron Gerlach, qui était à la fois un officier de marine très intéressé par toutes ces questions polaires,
et Amundsen était le second ou le troisième du bateau. Et à cette occasion, il a fait connaissance. Alors là, pour le coup, c'était un équipage international, alors que la plupart des équipages que j'évoque sont très très homogènes nationalement. Nansen, par exemple, pour sa grande dérive sur le Fram, n'a pris qu'un Suédois, 11 Norvégiens, un Suédois. Voilà, pourtant c'est comme pas des pays qui sont très éloignés, et puis la Suède n'a pas été très violente, même pas du tout, avec la Norvège. Donc voilà, il y a cette idée-là d'équipages qui sont nationaux. Et par contre, Amundsen avait eu une très très bonne formation, et il a toujours eu des difficultés de financement, mais très franchement, à le lire et à voir ce qu'on dit de lui, c'est un très grand explorateur, pas sûr qu'il soit un homme très très agréable. Et alors, c'est pas de l'anecdote, parce que je pense que ça renvoie à des réalités extrêmement tristes. Lorsque Nansen revient avec Johansen en Norvège, ils ont un accueil absolument délirant. Le roi, qui à l'époque est un roi de Suède, accueille Nansen, lui et sa famille, le recueille, enfin l'invite au château royal, etc. C'est pas du tout le cas pour Johansen, et il en a eu un dépit extrêmement important. À la suite de quoi, il a pas mal dérivé, et Nansen a demandé à Amundsen de le prendre dans son équipe pour le pôle Sud. Amundsen l'a pris, mais il ne l'aimait pas, et il l'a renvoyé de la montée vers le pôle Sud pour faire, non pas en tant que responsable, mais finalement en tant qu'équipier, une expédition secondaire. Et finalement, Johansen, qui allait pas très bien, ne s'en est jamais remis. Il était très alcoolique et il s'est suicidé peu de temps après son retour en Suède. Et je crois que ça nous rappelle aussi la dureté qui peut exister dans ces épreuves, et le fait que certains prennent la lumière et d'autres ne le prennent pas, et que certains sont extrêmement malheureux de ne pas avoir pris la lumière dont ils pensaient qu'ils étaient légitimement l'objet. Donc ça fait partie de ces choses-là. Et alors, moi, j'ai essayé de lire un peu le détail de ces comptes rendus, et il y a une très grande... il faut vraiment chercher pour trouver effectivement les raisons, etc. Alors maintenant, sur Amundsen, il était absolument très très fort. Très très fort parce qu'il avait une expérience extrêmement importante, et notamment à l'occasion d'hivernage qu'il avait fait dans cette traversée du passage du Nord-Ouest. Et il était un très bon meneur de chien, très bon skieur, et il était très très fort, et il a très 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 bien utilisé son équipage, parce que le principe est toujours le même. On arrive au printemps austral pour faire débarquer tout le matériel, et dans chaque cas, c'est vrai pour Shackleton, c'est vrai pour Scott, c'est vrai pour Amundsen, c'est vrai pour d'autres aussi. On débarque le matériel, on débarque une construction de bois qu'il s'agit de monter le plus vite possible, on débarque tout le matériel, on débarque la nourriture, on débarque les animaux, pour les uns des poneys, pour les autres des chiens. Nansen, c'est 130 chiens. On lui a reproché, Amundsen. Et on passe un premier temps à
essayer de mettre des dépôts de vivres vers le but qu'on suit, le but principal qui est le pôle Nord, le pôle Sud, et ensuite on passe l'hiver, les uns à préparer le matériel, ce qui a absolument été le cas d'Amundsen et son équipe. Il s'agit de rendre les choses plus légères, plus convenables, etc., de travailler les équipements pendant tout cet hiver austral, et ensuite de lancer le plus tôt possible la course vers le sud. Voilà, c'est ça, si vous voulez, le schéma. Et alors, donc, pour revenir sur Amundsen, il avait en plus une remarquable information, très très bonne préparation. Je crois que il est probablement celui qui a le plus lu les autres. C'est pas un intellectuel, voilà, c'est pas un savant, mais c'est quelqu'un qui sait lire les comptes rendus des autres, et qui sait discuter avec les autres. Et il a, de ce point de vue, été indiscutablement le plus efficace des gens qui ont essayé de conquérir le Sud. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui est de Shackleton, voilà, Amundsen, donc c'est ça, les techniques esquimaux, l'habillement, alors que les autres ont des grosses parkas avec des toiles Burlington par-dessus, etc. Bon, avec un froid absolument incroyable. Donc voilà, Amundsen, il a trouvé le pôle. Hein. Et quand Scott est arrivé avec 1 mois et demi de retard, ou à peu près, la tente n'avait pas bougé. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Au pôle Sud, finalement, il neige très peu. Il fait des froideurs absolument incroyables, mais il neige peu. Il y a énormément de glace, énormément de poussière de neige, mais c'est un continent c'est pas du tout c'est un continent d'abord, ce que n'est pas évidemment l'Arctique, et il n'y a pas de neige. Enfin, il y en a, mais ça n'a rien à voir avec ce qui peut exister plus au sud, plus au sud du continent nord. Et donc, ça explique que les tentes, 1 mois et demi après, elles sont là. Et lorsque Scott et ses 2 compagnons survivants vont mourir dans la tente, 6 mois après, on l'a retrouvé, et on a retrouvé évidemment l'ensemble de ce qu'il avait écrit, tout son matériel, etc. Il y a une conservation absolue. Alors, parfois les choses sont évidemment prises dans la glace, mais on retrouve tout. Et tout le journal de bord de Scott a été retrouvé j'allais dire sans difficulté, il n'y a pas de problème particulier. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Alors, sur Scott lui-même, je dirais que ce qui est intéressant chez Scott, c'est la fabrique du héros. Ce n'est pas du tout un héritier, c'est un produit très peu, son père était brasseur, oui, mais il s'est fabriqué en tant que structure héroïque, et il a été fabriqué en tant que structure héroïque. Et à partir du désastre, c'est absolument, c'est atroce, retour, il met 4 mois et demi, là où Amundsen avait mis 2 mois, quoi, même pas. Amundsen a fait tout son raid au pôle Sud en 99 jours, et Scott, 4 mois et demi. Mais Scott a eu des difficultés de climatique notamment que Amundsen n'a pas eu, et il a vraiment une trajectoire méritocratique à travers la Royal Navy. Et il a quelques coups de pouce très importants à l'intérieur du système de la marine, et également avec l'aide d'un homme qui comptait énormément, qui s'appelle Markham,
et qui était le président de la Royal Geographical Society. Et cette société, qui n'avait pas énormément d'argent, mais un prestige absolument considérable, a permis la mobilisation autour de Scott. Et Scott a bénéficié, ce qui n'a pas du tout été le cas de Shackleton, qui lui vient de la marine marchande, il a bénéficié du soutien extrêmement appuyé de la marine nationale, la marine royale, pardon. Extrêmement appuyé, ne serait-ce que toutes ces expéditions dans lesquelles, qui sont vraiment dominées par à la fois les hommes d'équipage et puis l'équipe propre de Scott, sauf ceux qui ont des fonctions très particulières, du type géologie, etc., ils sont en fait payés. Alors, en demi-solde, mais par la marine, avec évidemment des éléments d'avancement importants. Quant à Shackleton, dont vous avez vu la photo tout à l'heure, l'endurance, etc., c'est celui qui est le deuxième à partir de la gauche, là que vous voyez revenu de son expédition de Nimrod sur le bateau. Le Nimrod, il était avec l'équipe, en fait, l'équipe du Sud, celle qui est allée à 180 km du pôle, alors que toutes les difficultés avaient été dépassées, sauf qu'ils n'avaient pas assez à manger. Et Shackleton a préféré revenir. Ce qui est là aussi un signe de grande intelligence et d'adaptabilité. Je ne suis pas sûr que Scott ait eu une intelligence aussi grande de ce type. Enfin bon, bref. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est originaire de la marine marchande. D'ailleurs, tous ces types sont extraordinaires en termes d'orientation. Et puis, ce n'est pas le doigt mouillé, hein. C'est vraiment des capacités de calcul, etc. Ils sont vraiment très, très forts. Ses origines familiales sont à la fois irlandaises et anglaises. Il a fait donc un presque sans faute avec le Nimrod, que j'évoquais tout de suite. Et son modèle, c'est d'abord les soutiens privés. Il a vraiment été aidé par un certain nombre de mécènes, de sponsors, etc. Il a été moins aidé par l'establishment, si on peut dire, britannique. Et puis, vous le connaissez, vous avez vu la photo tout à l'heure, l'extraordinaire aventure de l'endurance qui commence en 1914 pour se terminer en 1916. Bon, je ne vais pas vous le raconter parce que vous allez le lire. C'est incroyable. Ça conduit d'ailleurs à fixer une personnalité qui est extraordinaire de rayonnement, que tout le monde appelle le boss, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, il a un leadership véritablement incroyable, et il ramène tout le monde à la maison. Et finalement, ça ne plaît pas. Parce que d'une certaine manière, c'est tellement plus beau d'être victime héroïque, d'écrire sous sa tente jusqu'au moment où il va mourir. Et on a retrouvé tout. Ah bon, ça, c'est quand ils arrivent au pôle Nord, les malheureux. Scott est au milieu pour voir la tente. Et vous voyez, bon, là, j'ai mal fait la reproduction, mais vous voyez le fac-similé du carnet dans lequel il explique qu'il est en train de mourir, et qui s'appelle « Message au public », dans lequel il dit « Tout ce désastre n'est pas dû à l'impréparation, mais à la malchance. Et j'ai fait de mon mieux. » Et ce qui va rester de Scott, c'est cette dimension, j'allais dire scout. D'ailleurs, Baden-Powell a véritablement, le fondateur du mouvement scout, a véritablement repris cette idée que finalement, d'un côté, il y avait un héros tragique qui fait de son mieux,
Scott, et puis de l'autre, eh bien, Amundsen, qui est tout simplement un professionnel. Et les professionnels, eh ben, c'est moins beau que les héros. C'est vraiment cette idée-là, et lui-même, Scott, vous voyez, bon, ces notes-là, voilà. Nous sommes faibles, je puis à peine écrire, cependant, pour ma part, je ne regrette pas d'avoir entrepris cette expédition. Elle montre l'endurance des Anglais, leur esprit de solidarité, et prouve qu'ils savent regarder la mort avec autant de courage aujourd'hui que jadis. Donc on voit bien ce roman d'héroïsme, c'est vrai que c'est absolument affreux. Vous avez vu le groupe des cinq, tout à l'heure au pôle Nord, et ils vont mourir petit à petit. Bon, voilà, gangrène, absolument affreux. Ils vont mourir. Bon, et à la fin, évidemment, mourir d'inanition et de froid, etc. Et que dire? Raymond Priestley, c'est un type extraordinaire. Il a été de la première expédition de Shackleton, et il a été de la deuxième expédition de Scott, et voilà ce qu'il dit. Et c'est un géologue, hein, et c'est un géologue de très très grande qualité, qui a fait une très 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 grande carrière, à la fois militaire puis universitaire, enfin, de savant vraiment. Et voilà, comme chef d'une expédition scientifique dans les mois Scott, pour un raid polaire rapide et efficace à Munchen, mais quand l'adversité vous entoure et que vous ne voyez pas d'issue, agenouillez-vous et priez pour qu'on vous envoie Shackleton. Bon voilà, je crois que c'est ça, ça donne un peu ça. Maintenant, je voudrais vous proposer quelques éléments de conclusion. J'ai oublié de dire que ce qui est marrant, parce que c'est assez drôle, cette fin de l'âge héroïque, c'est la dernière quête de Shackleton. Son bateau s'appelait la Quête, d'ailleurs. Bon, et il avait été sponsorisé par un très riche milliardaire, homme d'affaires, etc. Il arrive très fatigué dans l'île de Géorgie du Sud, celle-là même où il avait pu, qu'il avait pu traverser 3 jours de montagnes et de glaciers pour pouvoir atteindre une station baleinière, etc. Il arrive là, il est extrêmement fatigué, le médecin lui dit « Bon, ben, il faut que vous arrêtiez de boire, et puis que vous reposiez un peu. » Shackleton dit « Vous voulez m'empêcher d'avoir tout ce que j'aime. » Et Shackleton meurt de crise cardiaque. Voilà la fin de Shackleton. 1922, la fin de l'âge héroïque, c'est-à-dire de l'âge, et c'est ça sur quoi je voudrais insister, de l'âge où d'abord on est sans nouvelles. Il n'y a pas de télégraphe. Une fois qu'un bateau a quitté la Nouvelle-Zélande ou la Tasmanie ou le sud de l'Argentine ou le cap de l'Afrique du Sud, eh ben on ne sait plus rien. C'est terminé. Ce qui explique la longueur et les écarts qui peuvent exister entre les communications, etc. Il n'y a pas de communication. La seule communication, la seule trace de communication non physique que j'ai vue, c'est dans lorsque Scott va avoir dans sa deuxième expédition à déplacer son établissement par rapport à celui de la première, et qui est à peut-être 30 ou 40 km, et il s'en sert comme point d'appui, et il fait mettre un téléphone. Parce que ça, on a du fil, on peut mettre un téléphone. Donc, le premier élément, finalement, c'est quand même ça. Dans ces zones désertiques, la survie ou la mort sont muettes. Dans tous les cas, on ne sait rien. Et le système d'équipes différentes fait qu'on ne sait rien pendant plusieurs mois sur ce qui peut arriver aux uns et aux autres. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frappant. Le deuxième
élément, c'est la lenteur des communications physiques ou des déplacements. En bateau, ils sont très lents parce que les mers du Sud sont affreuses et les mers du Nord ne sont pas terribles non plus. Enfin, celles du Sud sont pires encore. Et ajoutez que tous ces éléments de la période héroïque, c'est avant le percement de l'isthme du Panama. Enfin, de l'isthme, du canal de Panama. Donc, ça, je crois que il n'y a pas de mécanisation. Quand on essaie des mécanisations, elle ne marche pas. Shackleton a essayé d'avoir ce que la traduction française appelait à l'époque un automobile, c'est-à-dire un traîneau à chenilles. Il n'a pas donné beaucoup de bons résultats. Et en ce qui concerne Scott, ça a donné des très mauvais résultats. Il en a coulé un en le débarquant, et les deux autres ont cassé. Tiens, faire remarquer que c'était le même mécanicien qui était dans l'expédition de Shackleton et dans l'expédition de Scott. Et peut-être surtout, on relève en permanence, donc il y a la lenteur, la longueur, etc., et le poids. Tout est abominablement lourd. Les conserves, c'est lourd. La nourriture, c'est lourd. Les traîneaux sont lourds. Les équipements individuels sont lourds. Les sacs de couchage sont abominablement lourds. Un sac en peau de renne, ça pèse 6 kilos. Voilà. Tout est lourd. Tout est follement lourd. Ça, je crois que... alors, quant aux équipements scientifiques, ils sont d'une lourdeur et d'un volume incroyable. D'où ces énormes traîneaux. Voilà. Bon. D'où aussi la supériorité d'Amundsen, qui avait su alléger pas mal de choses. Bon, l'autre élément, évidemment, c'est la dureté incroyable du climat, des reliefs, les dangers glaciaires qui sont permanents, etc. Bon, voilà. La glace, c'est dangereux quand ça prend, c'est dangereux quand ça s'ouvre, c'est dangereux quand ça fond. Donc c'est dangereux tout le temps. Voilà ce qu'on peut en dire. Et je dirais que l'autre élément commun, c'est le caractère essentiel de la médiatisation. Ça, j'en ai parlé. Les tournées de conférences. Et alors que tout est dur pour communiquer, en réalité, tous les livres que vous avez vus mentionner sont publiés dans les 6 mois qui suivent le retour des explorateurs. Il faut dire aussi qu'ils écrivaient beaucoup. Ils avaient beaucoup de jour le jour. Autre élément, l'importance de la documentation photographique et même cinématographique dans le cas de Scott. Tous ces bouquins, dans leurs éditions originales, il y a 1/3 de photos. C'est incroyable. Et pendant les hivernages, ils développent, etc., etc. Et ça, je crois vraiment que c'est quelque chose d'important. Enfin, le caractère nationalement homogène, j'en ai parlé, et précisément, ça s'inscrit dans des politiques qui sont des politiques qu'on peut dire nationales de soft power. Voilà, je crois. Bon, alors en plus, ils ont quand même des capacités incroyables de cartographie, de mesure de l'espace et d'orientation. C'est absolument incroyable. En plus, dans des endroits où on ne voit pas, où il y a du brouillard, des nuages, du blizzard en permanence, ils ont des capacités d'orientation non seulement pour atteindre le but, mais également pour retrouver l'ensemble des... Dans les traductions françaises, ça s'appelait ça à l'époque des caches ou des dépôts, l'ensemble des dépôts de vivres destinés à être récupérés au retour. Et ça, c'est véritablement incroyable. Alors, pour ce qui est de la bibliographie, vous avez vu les textes de tout à l'heure, et donc il y a une énorme capacité d'édition récente en France sur tous ces textes.
Tous ces textes sont disponibles sur Internet, presque tous en français. Parce qu'ils étaient traduits, si vous voulez, du norvégien en anglais dans les 2 mois et en français dans les 3 mois. Enfin, c'est immédiatement traduit. Donc, bon, je ne vais pas reprendre le détail. Alors, dans les livres, alors là, c'est un livre que j'ai acheté sur Internet, mais qui a été volé dans une bibliothèque. Il est absolument remarquable. Ce tout petit livre de la collection Découverte chez Gallimard, fait par Bertrand Imbert et Claude Lorius, qui s'appelle Le Grand Défi des Pôles, est probablement un des plus intéressants, y compris dans sa dimension politique actuelle. Enfin là, bon, le livre est un peu ancien, mais il y a eu une nouvelle édition. Et ça pose cette question actuelle de savoir qu'est-ce qu'on fait du pôle Sud, pour dire, enfin, de l'Antarctique. Et alors, à ce propos, là, c'est ce livre qui a été publié en anglais en 2020 et qui vient d'être publié en français, qui s'appelle Atlas de l'Antarctique, est tout à fait remarquable, y compris dans sa dimension politique, dans sa dimension géologique, dans sa dimension climatique et dans sa dimension climatique à l'heure des transformations climatiques que nous connaissons, puisque c'est finalement en Antarctique qu'on a su d'abord voir l'affaiblissement de la couche d'ozone et l'amélioration de cette situation. Alors, enfin, je ne fais pas du tout de réclame pour Wikipédia, mais c'est absolument remarquable. Les articles de Wikipédia sur les figures que je viens de donner et sur l'ensemble de ces questions sont extraordinaires. C'est même étonnant d'avoir une telle qualité d'articles. Voilà. Donc, je voudrais simplement conclure en vous disant que ce qui est arrivé à Scott, c'est de se transformer et d'être transformé en icône. Vous voyez Scott et son équipe sur cette photo, on a véritablement l'impression d'être face à un document religieux. Hein, c'est incroyable, icône dans tous les sens du terme. Et voilà, donc à vous de choisir qui vous aimez dans ces 4 figures. Voilà, le plus efficace n'est pas le plus sympathique, le plus malheureux dit c'est vraiment pas ma faute. Voilà, bon, Shackleton est génial, mais est-ce qu'il a vraiment bien mené l'ensemble? C'est pas absolument certain. Et Nansen, eh bien, il appartient à mon avis, à un autre monde. C'est des gens qui peuvent avoir 3 carrières ou 4 carrières en une vie, ce qui force quand même l'admiration, mais il était assez peu agréable, notamment ses enfants ont très peu apprécié la manière dont, après la mort de son épouse, il a conduit sa vie.